Bonjour les朋友, ni hao les copains. Bienvenue dans le journal débridé, un magazine qui vous parle de la Chine sans vous prendre la tête. Je suis Lisson, chinois amoureux de la France. Je me sers de mon expérience biculturelle pour partager avec vous des informations sur mon pays. Ça vous dit? C'est parti! On va commencer avec un point sur l'actu. Vous êtes sûrement bien renseigné avec BFM TV. Eh bien moi, je vais vous parler un petit peu de la vie en Chine et des choses un peu insolites qui se sont passées ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme info en Chine cet été? D'abord, il y a eu en juillet le fameux Gaokao, l'équivalent du baccalauréat pour les jeunes Chinois. En France, vous l'avez eu en contrôle continu. Alors, tant pis pour ceux qui n'avaient pas bossé pendant l'année. Mais en Chine, pas de contrôle continu malgré le Covid. L'examen a eu lieu seulement avec un mois de décalage pour des millions de Chinois. Et comme c'était la saison des pluies dans tout le sud de la Chine, certaines régions se trouvaient en pleine inondation. Dans certaines villes, il a fallu que les bacheliers se rendent au centre d'examen en kayak. Ça, c'est de la motivation. Sans transition, on va parler des vacances en Chine. Pas de chassés-croisés du mois d'août, car tout simplement, les congés payés sont beaucoup moins répandus qu'en France. Pour les Français qui vivent en Chine, ça a été un été un peu particulier. À cause des restrictions de voyage, ils ont dû passer les vacances en Chine. Ils ont troqué le sud de la France et la croisette contre Sanya sur l'île de Hainan et fini les vacances dans le Vercors. Pour les plus sportifs, ils ont choisi les montagnes du Yunnan. On n'avait jamais vu autant de Français dans ces coins-là. Ce mois de septembre a été aussi la reprise des activités, avec notamment la foire internationale du commerce des services à Pékin. À cette occasion, des entreprises ont présenté toutes sortes de robots intelligents, capables d'arroser des fleurs, trier les déchets et même créer des caricatures. Restez chez vous, les robots travaillent à votre place. Pour aller plus loin, la société Xiaoping, Xiao Ice en anglais, spécialisée dans l'intelligence artificielle, vient de créer le petit ami virtuel. Grâce à un programme, cet amoureux sur mesure peut envoyer des textos aux femmes célibataires ou même aux utilisatrices qui trouvent que leur petit ami est ennuyant. Bientôt, les robots nous remplaceront pour tout, même dans la chambre à coucher. Également, pour bien lancer la rentrée, de bonnes résolutions sont prises en Chine du côté des assiettes. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le gouvernement a donné des recommandations. Vous savez, au restaurant chinois, d'habitude, la norme, c'est de commander un nombre de plats égal au nombre de convives, plus 1. Et comme les Chinois aiment garder la face et impressionner leurs invités, et souvent ils commandent plus de plats que besoin. Et donc beaucoup de restes sont jetés à la poubelle. Pour lutter contre ça et favoriser la frugalité, une campagne de communication a remplacé le plus par le moins. Désormais, il est conseillé de commander un nombre de plats égal au nombre de convives, moins 1. Si vous êtes bon en maths, vous comprendrez que les gens qui mangent tout seuls au restaurant ne devraient rien commander du tout. Bon, vous me direz, c'est aussi un bon moyen de garder la ligne. Et enfin, selon le calendrier lunaire chinois, cette année, la fête de la mi-automne tombe sur le 1er octobre. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre de parler de mi-automne au mois d'octobre. Mais je vous rappelle que notre nouvel an chinois, qu'on célèbre souvent fin janvier ou début février, s'appelle bien la fête du printemps. Et comme ça, on a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Pour vous expliquer rapidement, la fête de la mi-automne, Zhongqiujie en chinois, célèbre la lune, sa forme ronde. Eh bien, c'est l'occasion de manger les fameux mooncakes ou yueping en chinois. Vous devriez connaître les gâteaux de lune. C'est gras, c'est sucré. Tout ce que vous aimez dans la pâtisserie française. En fait, c'est fait d'une pâte feuilletée fourrée à la pâte de haricots rouges, de jaune d'œuf de canard. Oui, je vois que je vous ai perdu. Oui, c'est sûr qu'on ne voit jamais ça dans l'émission Le meilleur pâtissier. Mais franchement, ça vaut le coup d'essayer. Surtout si vous êtes seul au restaurant et que vous ne pouvez rien commander à cause de la règle du moins 1. Un gâteau de lune peut vous apporter de l'énergie pour toute la journée.
Et comme un bonheur n'arrive pas seul, le 1er octobre, c'est également la fête nationale chinoise, comme le 14 juillet en France. Et à cette occasion, il y aura une semaine de congé pour toute la Chine. Ce sera notre chassé-croisé du mois d'août à nous. Mais bon, avec le Covid, moins de visites à l'étranger pour les classes plus aisées, mais les traditionnelles visites sur le Bund de Shanghai, les montagnes jaunes et la Grande Muraille sont de vigueur. Si vous aimez les bains de foule, c'est le moment de voyager. Voilà pour l'actu de cette semaine. On reviendra avec d'autres news encore plus insolites et plus marrantes à la prochaine émission. Voyons maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux chinois. Quelle que soit la ville en Chine, dès qu'on trouve un peu d'espace vide, on y rencontre le Guangchangwu, la fameuse danse du square. Les retraités chinois, et surtout chinoises, dansent sur toute une variété de musiques, des chansons pop avec des rythmes réguliers, ou sur du folk, et parfois même de l'électro. Cette génération prend un plaisir nostalgique à savourer le charme collectif du temps des années 60 et 70. Mais aujourd'hui, la danse du square dépasse les simples fonctions d'entretien physique ou de lutte contre l'ennui. Récemment, dans la ville de Yiwu, un groupe de femmes s'est décidé à apprendre l'anglais tout en dansant au rythme des enceintes. L'initiatrice du groupe, Madame Jing, tient un petit commerce en ligne sur le site Alibaba.com, le géant du e-commerce. Dans l'interview, elle raconte comment son activité a été durement touchée par l'épidémie Covid-19. Elle a donc décidé de faire du live streaming, nouvelle mode chinoise où chacun essaie de vendre ses produits. Alors qu'elle fait sa gym, elle pratique son anglais. Au square, elle attire autour d'elle des étudiantes, des retraités dans sa nouvelle communauté. Alors que les jeunes Chinois des grandes villes s'exhibent de plus en plus dans les salles de sport, leurs aînés profitent du square pour s'amuser tout en dansant. Trouvez un square et vous pourrez admirer les expressions corporelles pittoresques, les relations rivales et amicales. L'innovation technique. Mais attention, la danse du square ne reflète plus la Chine d'antan. C'est le réservoir de créativité d'une génération qu'on croit parfois dépassée. Alors, quand est-ce qu'on danse ensemble sur la place de la Concorde ? Ceux qui ont vécu en Chine ou vivent en Chine encore connaissent très bien cette expression « cha pu to ». Ça veut dire à peu près, c'est presque ça. Je suis sûr que vous vous rappelez un moment où un serveur, un ouvrier qui a utilisé cette drôle d'expression. Prenons un exemple, quand vous commandez un t-shirt noir sur Taobao ou AliExpress et que le vendeur vous a envoyé un t-shirt gris parce qu'il n'avait plus de t-shirt noir en stock. Eh bien ça, c'est cha pu to. Tiens, ça m'est arrivé encore cette semaine. Je devais réparer ma porte dont les gonds avaient cédé. Je fais venir un ouvrier qui prend ses mesures et avec son matériel, il commence à souder les nouveaux gonds. Une fois le travail terminé, il s'est rendu compte qu'il avait fixé les nouvelles pièces à l'envers. Pour se justifier, vous savez ce qu'il m'a dit ? Eh ben, c'est cha pu to, hein ? Bref, vous avez compris l'idée. Mais connaissez-vous le sens de ces trois caractères cha pu to ? Et surtout, avez-vous déjà entendu l'histoire de Monsieur Cha pu to ? D'abord, une petite explication lexicale. Cha, ça veut dire manquer de. Pu, c'est un caractère qui est employé pour signifier la négation. Et to, ça veut dire beaucoup, nombreux.
Donc, littéralement, l'expression chabuto signifie manquer pas beaucoup, d'où sa traduction en français à peu près. Mais saviez-vous que Monsieur Chabuto était aussi un personnage célèbre? En effet, au début du XXe siècle, le philosophe et écrivain Monsieur Rouchi a déjà dénoncé ce phénomène de je m'en foutisme. Il a publié en 1919 une nouvelle qui décrivait la vie d'un certain Monsieur Chabuto pour critiquer l'état d'esprit de certains qui se contentaient de résultats parfois médiocres. Comme c'est assez drôle, je vous en fais un résumé. Savez-vous qui est la personne la plus célèbre de Chine? Dites simplement son nom et tout le monde le reconnaîtra. Son nom de famille, c'est Cha et son prénom, c'est Putuo. Il disait souvent, il faut faire des choses à peu près. Après tout, à quoi ça sert d'être trop précis? Quand il était petit, un jour, sa mère l'a envoyé acheter du sucre brun. Il est revenu avec du sucre blanc. Sa mère l'a grondé, mais le jeune garçon, il a secoué la tête en disant « Sucre brun ou sucre blanc, eh bien, c'est Chabuto, non ?» Au moins, il n'est pas revenu avec du sel. Plus tard, il a trouvé du travail dans une banque. Souvent, il écrivait le caractère 10 au lieu de 1000, ou l'inverse. Furieux, le directeur le réprimandait et M. Chabuto répondait « Le caractère 1000 possède juste un trait de plus que le caractère 10. C'est Chabuto, non ?» On imagine que c'est ce que Jérôme Kerviel a pu penser quand il jonglait avec les millions de la Société Générale. Vers la fin de sa vie, M. Chabuto est tombé très malade et il a demandé à un ami d'aller chercher le docteur Wang. Sauf que l'ami s'est trompé de rue et il a fait venir le vétérinaire Wang. Ça se prononce presque pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. C'est un peu comme Dupont avec un D et Dupont avec un T. Bref, M. Chabuto était si malade qu'il ne pouvait même pas sortir du lit. Alors il s'est dit, le vétérinaire Wang est Chabuto le même que le docteur Wang, il pourrait très bien me soigner. Le vétérinaire Wang s'est approché du lit et l'a traité avec la méthode utilisée pour traiter les bovins. En moins d'une heure, M. Chabuto était à l'article de la mort. Avant de mourir, il prononça ces dernières paroles. Les vivants et les morts sont Chabuto, les mêmes. Tout est Chabuto. Alors tout ira bien. Après sa mort, les gens ont commencé à louer M. Chabuto pour sa vision de la vie et sa sagesse. On dit que la sérénité dont il a fait preuve face à la mort était due au fait qu'il ne se focalisait jamais sur les détails. Et effectivement, il fut considéré comme un modèle de vertu et a obtenu le titre bouddhique de grand maître de la flexibilité. La réputation de M. Chabuto continue à se propager dans tout le pays. De nombreuses personnes le prennent comme exemple. Le résultat, c'est que tout le monde devient maintenant un peu Chabuto. Voilà l'anecdote sur M. Chabuto. Heureusement, les choses ont un peu changé, non? Hey, salut, bienvenue. Merci, c'est gentil. Chut, chut, chut. Les chiens ont besoin d'être habitués aux nouveaux venus. Et les chiens bien chinois. Vous voulez boire quelque chose, un thé, un café? Un café alors. Ouais, un café? Ouais. Thé ou café? Thé, bien sûr. Baijiu ou le vin? À boire, le vin. En cuisine, baijiu. Gombao jiding ou blanquette de veau? Ah, si on peut avoir les deux en même temps, ça serait top. Fromage ou le tofu? Si on parle pas du tofu puant, ouais. Mais sinon, le fromage, il y a toujours une faiblesse. Karaoké ou bistrot? Ouais, définitivement le bistrot, surtout avec toi. Sophie Marceau ou Gong Li? Ah, c'est compliqué. Sophie Marceau est peut-être la plus chinoise des actrices françaises. Elle est tellement appréciée ici. Mais Gong Li est la plus française des actrices chinoises également. Boxe ou tai chi? Je suis plutôt tai chi. Moi, je suis dans la cool. L'art de la guerre, on gère, on évite. Opéra de Pékin ou boléro de Ravel? Ah, pour le coup, là, le boléro de Ravel, c'est sûr. Surtout depuis que je l'ai vu il y a très longtemps, interprété par la troupe de Maurice Béjart. La Grande Muraille ou la Tour Eiffel? La Grande Muraille. Nom et prénom? Grévaux, Nicolas. T'es né quand et où? Né à Paris il y a très longtemps.
ton premier souvenir avec la Chine? Une fondue chinoise mangée à l'âge de 7 ans à Tahiti avec des Chinois de Tahiti. Et ça m'a toujours ensuite donné envie de découvrir ce pays. Pourquoi la Chine? Pour la culture extraordinaire, la fascination que ce pays suscite chez moi, sa culture, son immensité, la diversité de ses territoires, et puis ma femme aussi, qui est de culture chinoise. Ce que tu aimes le plus en Chine et ce que tu n'aimes pas du tout en Chine? Ce que j'aime le plus, les gens. Les gens, la chaleur humaine, la gentillesse, le sourire, qui est à l'opposé de l'image qu'on peut avoir à l'étranger des Chinois. Ce que j'aime le moins, quand les gens se raclent la gorge autour de moi. Une fois où tu t'es senti ridicule en Chine? Je me sens un peu toujours, tous les jours et à chaque moment ridicule avec mon niveau de chinois qui n'est pas suffisant pour vraiment pouvoir communiquer à fond. La scène la plus représentative en Chine, selon toi? Manger. Manger dans un restaurant chinois avec des Chinois. Pour moi, les Chinois, c'est un peuple chaleureux, c'est un peuple de table. C'est ce qui fait d'ailleurs qui les rapproche des Français. Ce sens de la convivialité. Ce qui te manque le plus de Chine quand tu es en France et vice-versa? Alors définitivement, ce qui me manque le plus quand je suis en France, il manque de la Chine, c'est un bon gnocchi, des bonnes nouilles au bœuf ou un peu pimentées. Et ça, c'est très difficile d'en trouver de bonnes à Paris. Il y a un ou deux endroits. Et ce qui me manque le plus de la France quand je suis en Chine, pas grand-chose. Un livre qui parle de la Chine? Je recommanderais le livre de Cyril Jabary, La souplesse du dragon, qui est pour moi très clair et très simple et en même temps très, très intéressant sur le plan culturel. Un film qui parle de la Chine? Alors mon plus beau film chinois pour moi, c'est le plus émouvant, alors là c'est à vous tirer les larmes, c'est Kekesili, Mountain Patrol. C'est un très très beau film sur l'histoire d'un groupe de Tibétains qui se sont alliés pour chasser des contrebandiers. Une personnalité chinoise qui t'a le plus marqué? C'est plutôt une spiritualité et des divinités chinoises, la religion traditionnelle chinoise, la religion populaire, c'est ce qui me marque et c'est ce qui me fascine le plus. Ma passion, elle est venue très tôt. Jeune étudiant, je suis revenu avec un backpack, un sac à dos ici à la fin des années 80. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon épouse taïwanaise et je me suis installé à Taïwan comme journaliste pendant 15 ans. Et puis après, on est venu ici depuis 12 ans à Shanghai, où j'étais consultant en art, je suis toujours aussi d'une certaine façon, et puis j'ai monté une petite société de tours et de connaissances de la culture de Shanghai, de la Chine, de tours à pied et à vélo pour faire découvrir la ville à ceux qui ne la connaissent pas. Donc là, ici, vous êtes chez moi. C'est une maison Lilong traditionnelle de Shanghai, typique. Il y a plusieurs étages. Ça, c'est une partie de ma maison que j'aime particulièrement, avec quelques objets que je collectionne, des antiquités chinoises. Et puis, bien sûr, mes livres. Mes livres, j'en ai des tonnes. J'en ai plusieurs bibliothèques dans toute la maison, avec des petits objets qui sont ceux qui ont marqué un petit peu le parcours de ma vie. Et puis il y a le côté aussi vieux Shanghai, que j'adore, de Shanghai, qui est mon village aujourd'hui. Et par exemple, comme cette plaque qui est une plaque de rue à la française, mais avec cette particularité, comme on les voit dans les provinces françaises, mais d'avoir les chiffres marqués en chinois, parce que c'est une plaque de l'ancienne concession française. Et puis d'autres objets du vieux Shanghai, comme ces coupes en argent 1938-1931, ça c'était les Shanghai Volunteer Corps, la police de la concession internationale. Tout un ensemble de choses qui font ma vie ici et mon cadre de vie que j'aime. Si je vous emmène, ça serait encore mieux. Je vais vous montrer un petit peu ce vieux Shanghai. On peut aller faire un petit tour dans la vieille ville chinoise et voir aussi comment elle change aujourd'hui pour s'adapter aux nécessités du développement urbain d'une grande capitale, d'une grande ville qu'est Shanghai. Voilà, c'est la porte ici. Allez, on va se garer là et je vais appeler la dame qui va nous ouvrir la porte de cette résidence cachée. Alors viens, suis-moi, je vais te montrer un endroit très spécial. Ouais, d'accord. Voilà, tiens, regarde, c'est cette maison qui est une maison exceptionnelle, qui est l'une des plus vieilles de Shanghai, avec un mur de 12 mètres de haut. C'est la maison d'un lettré qui s'est isolé dans cette bibliothèque dont il s'était entouré. On l'appelle du coup la maison de la bibliothèque du reclus. Voilà, mais c'était un grand lettré, c'était l'un des plus grands lettrés de l'époque de Tianlong.
Et à l'entrée, on avait cette pierre pour indiquer que c'était la maison d'une grande personnalité, avec le symbole du daim qui signifie la gloire, la chauve-souris, le bonheur, la pêche, la longévité. Venez, suivez-moi. Voilà la première cour, il y a 3 cours et 50 chambres. Cette maison tombe en ruine et elle est très belle comme ça justement. C'est ce qui fait aussi tout son charme et tout son intérêt, c'est cette beauté naturelle sauvage. Elle a été totalement oubliée et passée par le temps. Et puis cette magnifique porte avec la devise de la famille et puis des scènes tirées des histoires de la littérature chinoise. Enfin, moi, en tant que Shanghaïen, je découvre une vieille maison grâce à toi, français. C'est extraordinaire quand même. Là, c'était les grandes jarres dans lesquelles on mettait de l'eau en cas d'incendie. C'était une des grandes craintes d'incendie à cette époque. Et voilà Madame Guo, la propriétaire, qui est là dans la pièce unique dans laquelle elle habite toujours. Venez, suivez-moi, on va passer là. Faites attention, le sol est instable. La deuxième cour. La maison a beaucoup souffert au cours des dernières grandes pluies cet été et des typhons des années précédentes. Ouais. Donc comme vous voyez, l'état n'est pas brillant. Mais c'est toujours ce charme fou de cette vieille demeure et tout ça au cœur d'une ville aussi dynamique et intense que Shanghai. Venez par ici, on va aller dans la 3e cour. Voilà, cet impressionnant mur qui selon le feng shui représente la montagne et doit être au nord de la maison toujours, avec ce magnifique caractère de calligraphie chinoise qui signifie le bonheur et qui a été dessiné d'une façon spéciale pour créer une sorte de jeu de mots, de jeu sur le caractère. Et donc on a alors fou le bonheur, mais on a aussi la tête, le visage d'un homme avec les 2 yeux, les sourcils, et puis le nez et la bouche qui sont simulés ici et qui représentent en fait le Bouddha de l'avenir, mis le faux, le Bouddha du bonheur. En fait, vous savez, celui qu'on appelle le Laughing Buddha qui est un peu rond et qui se marre, c'est lui. Et puis on a aussi l'autre symbole du bonheur qui est la famille, qui est le couple et l'enfantement. Oui. Donc puisque là on a une femme qui est symbolisée avec son ventre rond et puis là on a un homme avec ça ce qui fait que c'est un homme. Oui. Voilà, donc le couple et la félicité du bonheur, du couple, de la famille et puis de donner la vie. Voilà. Extraordinaire. Très beau symbole. Eh bien merci Nicolas, grâce à toi j'ai découvert une super maison traditionnelle. Pour ceux qui veulent visiter cette maison, ils vont te contacter. Eh ben ouais, voilà. Là. Culture Choc. Ouais, exactement, voilà. Culture Choc. Voilà. Allez, viens, je t'emmène, je te ramène. Parce que c'est un peu un dédale ici. Allez, tu vas. Voilà la première émission. C'était Lisson, le débridé, qui vous parle de la Chine en espérant que vous êtes fendu la poire. Pour finir, vrai ou faux? Confucius a dit: si vous croyez que la taille fait la force, souvenez-vous du potentiel de nuisance d'un seul petit moustique. Allez, à la prochaine.